Un guerrier solitaire, vêtu d'une armure sombre et d'une cape cramoisie, se tient devant un immense cercle d'engrenages baigné par une lueur céleste. Une silhouette radieuse, formée d'engrenages, tend la main vers lui, l'avertissant que le temps est presque écoulé. Mais avant d'en arriver à maintenant, il faut comprendre comment cet endroit existe même. Le temple des 10 000 démons était le joyau de la tour, un monument à la cupidité, bâti d'or infernal par le démon de la cupidité. La troisième guerre divine finit par consumer ses fondations, purifiant les lieux pour une paix creuse. Mais le calme fut bref. Les extérieurs sont arrivés, des créatures cauchemardesques aux tentacules violets et aux innombrables yeux, surpassant même les dieux, et ils ont dévasté joueurs et constellations, réduisant la tour en ruine et les héros en débris. C'est dans ce monde que Jang Se-hoon avance. Au 92e étage, des bottes lourdes résonnent à travers la brume grise et le silence, tandis qu'il avance vers le coffre de Mammon, son unique chance de remonter la catastrophe. Lorsqu'il atteint les portes d'entrée colossales, une interface spectrale apparaît et marque l'instant. Il est le premier humain à pénétrer dans ce sanctuaire divin. À l'intérieur, une immense salle d'or et de sculptures complexes s'étend devant lui, mais une secousse soudaine fait trembler le plafond, faisant pleuvoir des débris et le poussant à accélérer le pas. Quelqu'un ou quelque chose l'a remarqué. Il active sa compétence, Guidepost of Journey, et une aiguille dorée de lumière apparaît dans sa paume et file à toute vitesse dans les couloirs. Elle s'arrête devant une impasse, flottant près d'un candélabre fixé au mur. Se-hoon le tire vers là-bas. Un loquet caché s'enclenche, la pierre grince contre la pierre et un passage secret s'ouvre. Il prend les bougies et descend en colimaçon dans le noir jusqu'à ce qu'une porte de coffre ornée scintille. Il sort une petite clé dorée, entre triomphe et irritation, alors que des souvenirs le mordent. Jadis, plus jeune et naïf, il s'agenouillait devant des ombres arrogantes, réclamant cette clé en paiement d'un contrat auquel il n'avait jamais consenti. Il l'avait remise sans en connaître la valeur. À présent, il l'insère dans la serrure. Le mécanisme s'enclenche. Le système confirme son prix. La clé d'or de Mammon. La porte s'ouvre en grand. Le coffre de l'avarice, ce sont des monts d'or colossaux sous un soleil artificiel, des reliques légendaires éparpillées, oubliées. L'épée tire-fin pulse d'un bleu vif. Le manuel du démon céleste est ouvert près d'un grimoire du 8e cercle. Un cœur de dragon irradie encore de chaleur. Y a pas le temps d'admirer tout ça. Le sol tremble sous une vibration lourde et rythmée alors qu'une silhouette colossale s'avance depuis l'ombre. Réactivant le Guidepost of Journey, ils sprintent dans leur mouvant et creusent jusqu'à saisir le verre poli du sablier de Chronos, artefact divin remontant la ligne temporelle de son utilisateur. Entouré des restes de ses alliés, une horreur d'yeux et de chair violette, planant sur un paysage en flammes, il décide aussitôt. Il fracasse le sablier contre le sol. Des éclairs bleus jaillissent en forme d'engrenage mécanique. Le système signale qu'il s'agit de la toute première manipulation du temps dans la tour. Moins de 10 minutes lui restent. L'extérieur riposte violemment. Un tentacule couvert d'yeux s'écrase à côté de lui et il roule à peine hors de portée. Il saisit Astrope, la lance de Zeus crépitante d'énergie, et déchaîne des éclairs brûlants sur la créature. La chair violette est calcinée, mais l'horreur ralentit à peine. Un choc violent le glisse sur l'or, son armure noircie. Il saisit l'épée de destruction de Livatan et lance un balayage dévastateur. Le feu fend l'air et percute le monstre, brisant le sol de pierre. L'explosion arrache la carapace, révélant un nid de sanglier écorché polycéphale, claquant des mâchoires et grognant. L'épée atteint sa limite. Il change d'arme, invoquant Brionac, la lance de la radiance maniée par le dieu de la lumière. Il saute haut, la lance vers le bas, et elle descend tel un pilier céleste, un éclair concentrique qui cloue le sanglier au sol et le vaporise entièrement. Le système l'enregistre comme le premier joueur à avoir jamais terrassé un extérieur. La célébration s'évapore. Le sablier de Chronos se met à fonctionner tout seul. La voûte s'effondre alors que la puissance se transfère violemment à Se-hoon. La gueule d'énergie sombre et parasite de la gloutonnerie lui est greffée, des ombres d'encre s'enroulant sur ses membres. L'ultime notification tombe. Sa causalité s'inverse, ses compétences disparaissent. Ses niveaux se dissolvent, toute sa ligne temporelle se défait en une lumière chatoyante alors que la tour le ramène en arrière dans le temps jusqu'au tout début du tutoriel. Des centaines de civils égarés surgissent dans une vallée rocailleuse, arrachés brutalement à leur quotidien. Un écran bleu au-dessus d'eux affiche un message glacial. Bienvenue dans le tutoriel. Tout le monde sombre dans la panique, sauf Se-hoon, qui reste parfaitement immobile, scrutant l'horizon avec le calme de quelqu'un qui a déjà vécu exactement ce moment. Il est de retour, réinitialisé au tout début du cauchemar. Un homme en costume froissé l'attrape complètement désemparé. Se-hoon le reconnaît de sa vie antérieure. Ce type a été l'un des premiers à mourir. Aucun mot ne servira à rien pour l'instant. On ne croit au danger que quand le sang coule. Comme prévu, des fenêtres holographiques surgissent devant tous et un compte à rebours démarre. Premier chapitre, adaptation. Juste avant les monstres, Se-hoon vérifie ses stats. Tout est faible, mais deux entrées retiennent son attention. L'autorité de l'avarice et l'autorité de la gourmandise. D'un geste de la main, le coffre de l'avarice apparaît. À l'intérieur, un arsenal légendaire défile, souffle de dragon, marteau de Thor, techniques interdites d'un démon céleste. Ce pouvoir l'a suivi dans son retour. Le compte à rebours atteint Zeng. D'énormes loups fauves surgissent de la lisière de la forêt, dispersant la foule et coupant toutes les voies de fuite. Se-hoon s'avance et dit clairement aux survivants qu'ils s'occupent des monstres. Eux doivent juste rester en vie. Un colosse nommé Kang Hanshel note le calme de Se-hoon et se place à ses côtés. La chambre forte offre son premier cadeau, les arts martiaux des 10 voies de Shaolin.
Le savoir séculaire des techniques de jambes pénètre directement les muscles de Seoun. Il devient une véritable machine de guerre, pivotant d'un loup à l'autre avec précision avant de bondir et de frapper le sol si fort qu'il brise la pierre et projette la meute dans une onde de choc. Honchol s'en occupe aussi. Un loup bondit sur lui par derrière, mais il l'attrape en plein vol par le museau, puis l'écrase d'une main contre le béton, fissurant le sol sous l'impact. Les cris de la foule font place à un silence stupéfait. Ces deux hommes sont leur seule véritable chance. Honchol observe Saoun en 2 coups. Pas de geste inutile, aucune ouverture, chaque coup vise à clore le combat. Sa force est limitée, mais sa technique est parfaite. Une décision mûrit en lui. Il veut se battre aux côtés de cet homme. Quand la poussière retombe, Saoun est complètement épuisé. Son corps n'était pas encore fait pour supporter des techniques de ce niveau, et il le lui fait bien comprendre. Mais avant qu'il puisse reprendre son souffle, l'air lui-même change. Il s'épaissit, des flammes bleues et spectrales vacillent à la périphérie de sa vision, et une notification du système lui délivre un message glaçant. Une présence écrasante l'observe. Le maître du caveau de l'avarice a remarqué le mortel qui a pris son pouvoir. Dans l'ombre, Mammon se matérialise, seigneur ailé de l'avarice, vêtu d'une cape violette usée, d'immenses ailes de corbeau repliées, fixant Saoun avec la fureur de celui qui n'a jamais été volé. 3. Saoun reste figé sous le regard améthyste de Mammon, le crâne d'oiseau surplombant avec des yeux creux et palpitants. Convaincu que son usage illicite du caveau est découvert, chaque seconde sous cette pression divine le condamne d'avance. Il attend sa sentence. Au contraire, le système le surprend. La constellation du corbeau incliné détecte la causalité déformée qui l'accable, son regard se posant sur le sablier doré que Saoun ne devrait pas posséder. Puis, de façon inconcevable, le système annonce que l'entité sourit. L'atmosphère oppressante se dissipe. Mammon, vêtu de plumes et d'argent, observe en arrière-plan silencieux. Saoun est indemne. Son soulagement devient vite une froide ambition. Il se tourne vers son prochain outil, la gueule de la gloutonnerie, désormais sous son total contrôle. Il tend la main sur une carcasse de loup, testant son pouvoir sur les morts. Les ombres à ses pieds s'élancent, et d'immenses mâchoires d'or jaillissent des ténèbres, broyant os et fourrure instantanément. Le système confirme l'absorption, lui insufflant un gain de force et d'agilité. Puis une nouvelle peur surgit. Si Mammon a remarqué la cupidité, Beelzébut, le démon de la gloutonnerie, a sûrement senti cette nouvelle faim. Le système le confirme. Le prince affamé interrompt son repas, surpris par le désordre divin. Saoun se prépare. La colère ne vient pas. Le prince s'empire davantage, trop affamé pour s'inquiéter d'un vol à si petite échelle. Saoun esquisse un demi-sourire. La faim aveugle du dieu démoniaque est une faille. Il serre le poing et des gueules voraces jaillissent du sol, dévorant les carcasses alors que le prince affamé l'encourage, qualifiant ce festin d'amuse-bouche. Saoun voit ses gains de stats chuter, mais son but n'a jamais été les chiffres. Il provoque l'entité invisible d'un regard vers le ciel puis passe à autre chose. Autour de lui, les survivants s'appuient sur des gourdins de fortune et des branches se permettant enfin de respirer. Quelqu'un pousse un cri de victoire qui résonne à travers la vallée. Une grande notification vient le confirmer. Premier chapitre terminé, première vague éliminée. 50 points attribués à chaque participant. Saoun parcourt le groupe du regard et un détail le frappe. Aucun blessé. La fois d'avant, cette première rencontre était un massacre décimant plus de la moitié du groupe. Sa seule domination a suffi à réécrire leur destin. Le classement apparaît au-dessus de leur tête. Saoun trône en tête avec 220 points, suivi par Kong Hanchel et Yu Seoa. Il sait déjà ce que signifient ces points, des récompenses légendaires, l'attention des constellations et un avantage sur toutes les épreuves à venir. Son objectif est clair, finir premier à chaque manche. Pourtant, il fait le point sur sa situation réelle. Des stats de base sous la moyenne humaine, pas de vraies armes, et l'entrepôt de Mammon qui s'ouvre seulement quand sa puissance augmente. Il scrute les branches et les pierres abandonnées au sol, mais ne trouve rien d'utile. Son regard se porte vers la lisière dense de la forêt. Il va chasser seul, repousser ses limites et voir ce que la forêt a à offrir. Il commence à marcher. Une voix aiguë fend l'air lui ordonnant d'attendre. Il jette un coup d'œil en arrière. Une jeune femme aux longs cheveux noirs se détache du groupe en courant, lui demandant où il pense aller tout seul. Le son de sa voix réveille un souvenir de la ligne temporelle qu'il a laissée derrière lui. Une guerrière légendaire surnommée la Tornade, maniant 2 lames et vêtue d'une armure de cuir, les yeux brillants d'une concentration mortelle. Il regarde la jeune femme essoufflée qui se tient devant lui et la reconnaît aussitôt. Yosewa, bien avant qu'elle ne devienne ce dont il se souvient. Saoun s'arrête à la lisière de la forêt lorsqu'une voix familière traverse la clairière. Il fouille dans sa mémoire et il identifie aussitôt Yoseo, connue dans le futur sous le nom de Vent, une joueuse légendaire de haut rang qui a gravi les étages supérieurs de la tour aux côtés de Kang Honchol. La voir ainsi, brute et sans expérience, lui fait un drôle d'effet, comme un choc venu d'une ligne temporelle qu'il a déjà quittée. Elle le rattrape essoufflé, exigeant de savoir pourquoi il part seul. Pour elle, il n'est qu'un survivant imprudent de plus. Il essaye de les conduire avec une excuse vague sur le fait de reconnaître les environs, mais elle insiste, arguant que le groupe doit élaborer une stratégie ensemble avant la prochaine vague. Il la regarde, impassible. Discuter est un luxe. Quand les monstres reviendront, la plupart de ces gens seront paralysés. Elle le prévient que la forêt est pleine de loups et que partir seul, c'est du suicide. Puis, une fenêtre bleue du système interrompt leur dispute. La notification est froide et sans appel. 2h57 avant la deuxième vague.
Saoun lui dit de retourner au camp, de trouver une arme et de surveiller les messages du système. Puis il se détourne et s'enfonce dans la lisière des arbres sans attendre de réponse. Yoseo reste debout dans la clairière, stupéfaite par son départ et troublée par son calme face à tout cela. À l'intérieur de la forêt, des loups surgissent presque aussitôt. Il les abat avec une efficacité rodée, puis lève la main et laisse la gueule de la gloutonnerie faire le reste. Des mâchoires dorées spectrales jaillissent de l'ombre et engloutissent les carcasses en entier. Le système confirme les absorptions, mais signale que ce type de monstre ne fournit plus de nutriments. Le prince affamé s'interpose et se plaint du menu répétitif en rongeant des côtes de loup quand même. Sowo promet quelque chose de mieux bientôt et poursuit sa route. Il ramasse une branche usée par le temps et décide de mener une expérience. Il canalise l'essence de Gram, l'épée légendaire qui terrassa le dragon Fafnir, directement dans le bois, espérant transformer un morceau de débris en une arme mythique. Sous la pression, la branche brille d'un or éclatant, gémit, puis se désintègre simplement en suie noire entre ses doigts. Il regarde sa main vide. L'objet a cédé sous la puissance. Si une cible ne supporte pas l'énergie, un corps non préparé non plus. Canaliser le souffle du dragon de feu, maintenant, le consumerait. Sans armes ni matériaux de qualité, il ouvre la réserve et choisit une relique inférieure, le museau de Knull, pris sur une hyène traqueuse. Une tête de hyène spectrale se matérialise et fusionne avec lui. Ses sens s'aiguisent instantanément, filtrant à travers la terre humide et les pins jusqu'à ce qu'il capte une trace métallique distincte. Une fine brume rouge serpente à travers les broussailles, visible uniquement grâce à sa perception accrue. Il se fixe sur la direction et s'élance en courant. L'odeur de sang rouillé devient plus forte à mesure qu'il court, confirmant qu'il est sur la bonne voie. Le prince affamé l'interrompt via l'interface, se plaignant que sa peau colle à son dos. Sewan lève les yeux au ciel. Gérer cette constellation tient plus de la garde d'un enfant gâté et capricieux. Finalement, la distance le rattrape et il s'arrête, les mains sur les genoux, haletant. La cible était plus loin que prévu. Puis le vent tourne, une nouvelle odeur l'atteint, quelque chose de totalement différent et bien plus dangereux. La forêt s'assombrit, les ombres s'étirant en un rouge violacé. Une énorme patte de fourrure aux griffes d'ivoire écrase l'herbe derrière un fourret. Un loup géant entre dans la clairière. Sa fourrure noir charbon absorbe la lumière. Une cicatrice balafre son œil gauche et ses pupilles rouges cramoisies sont fixes, affamées. Il baisse sa tête massive, dévoilant ses crocs jaunis, tandis qu'un grondement sourd s'élève comme un tonnerre lointain. Sewen reste complètement immobile, les yeux levés vers ce regard brûlant. Ce n'est pas un loup ordinaire. Le gigantesque loup gris croisa le regard de Sewen et bondit sans prévenir, sa vitesse humiliante pour une créature de cette taille. Il visa directement sa gorge, un coup calculé pour tuer. Sewen se tordit à la toute dernière seconde et une seule griffe effleura son cou, traçant une fine ligne de sang. Sans la technique de déplacement Tenro Dampé, il serait déjà mort. Le loup tourna autour de lui et attaqua de nouveau. Sewen répondit par un coup de pied retourné en 10 pas, sa botte frappant solidement le ventre du loup. Le loup ne broncha presque pas. Il glissa sur l'herbe, sa fourrure fumant légèrement, puis se redressa. Ses statistiques sont trop basses pour percer l'armure naturelle du loup par la force. Puis les buissons frémirent et 2 loups bruns rejoignirent leur chef. Dépassé, son regard balaya le terrain et s'arrêta sur une garde usée sortant de terre, comme une stèle oubliée. Il recula, saisit le métal froid et l'arracha du sol. Rouillée, ancienne, elle semblait être de la ferraille, mais quand les loups bondirent, un seul coup trancha net le chef, sa lame restant intacte. Cette épée justifiait ce voyage. Une notification clignota devant lui, le corbeau l'observant curieusement. Il s'en fichait. Il activa la domination de l'avarice et un coffre doré se brisa en lumière, se déversant en lui en savoir nouveau. L'escrime des chameaux, une technique impériale transmise par des générations de maîtres. Un fantôme translucide d'un grand bretteur se superposa à son corps, affinant sa posture et concentrant chacun de ses mouvements. La lame se mit à vibrer. Le loup gris chargea une dernière fois, refermant ses mâchoires sur l'épée elle-même, tentant de la briser. Le métal résista. Sewen fit pivoter la garde et déchaîna une rafale de coups d'en bleu étoilé qui entaillèrent l'épaisse fourrure de la bête, laissant des plaies lumineuses qui saignaient abondamment dans l'herbe. Il ne lui laissa pas le temps de reprendre son souffle. Il s'élança en avant et l'acheva. Le loup gardien des tombes s'effondra au sol et n'en bougea plus. Des fenêtres système envahirent son champ de vision, confirmant la mort du boss, une montée de niveau, 500 points de mérite et la peau du loup comme trophée. Il activa immédiatement la gloutonnerie et des mâchoires spectrales sombres jaillirent de son ombre pour dévorer la carcasse, augmentant sa force, son agilité et sa santé, tandis que Belzébuth observait d'en haut avec une approbation avide. Il inspecta ses gains avant de partir. L'épée du héros oublié, une longue épée rouillée portant un poison persistant et un bonus contre les monstres. La peau du loup gris, une épaisse cape royale augmentant la vitesse de déplacement et projetant une aura d'autorité. Les 2 objets pouvaient être améliorés. 12 minutes avant la 2e vague, il enfila sa cape de fourrure et repartit. Arrivé au camp, la forêt était sombre et la 2e vague débutait déjà. D'énormes sangliers aux yeux blancs luisants et aux défenses acérées déchiraient la clairière, dispersant les survivants dans toutes les directions. Les gens suppliaient les autres de tenir la ligne tout en fuyant eux-mêmes. Un homme volait comme un fétu de paille sous la charge d'une bête. D'autres brandissaient des armes de fortune en tremblant. Sewen émergea de la forêt vêtu de peau de loup et observa. Il avait rompu sa promesse de revenir avant l'assaut et n'en ressentait rien. Ce chaos était la véritable épreuve, un filtre. Il n'avait aucune intention de porter ceux qui n'avaient pas trouvé en eux la volonté de survivre.
Il se tenait au bord du carnage, les yeux plissés et calculateurs, et laissait l'épreuve suivre son cours. Le PDG de Rohoun hurle sur son employé, Anchel, d'arrêter d'esquiver et de bloquer, et repousse violemment une menace pour appuyer ses propos. Caché, Sehoun observe froidement la scène, notant que les gens inutiles sont partout, mais il est impressionné que Anchel et Seoa retiennent des sangliers géants avec de simples gourdins. Il en a assez vu. Il sort de l'ombre, la main sur son arme. Seoa est en train de parater. Ses poumons brûlent, ses jambes sont lourdes, et les défenses d'un sanglier lui ont déjà ouvert une entaille à la jambe. Elle tombe à genoux, serrant sa massue à 2 mains tremblantes, se répétant de tenir encore 1 seconde, puis une traînée de lumière folle sanglier qui chargeait en 2, net. Seron avance calmement à l'endroit même où il se trouvait, sa lame encore lumineuse, et lui dit de s'occuper d'abord des menaces restantes. Il ouvre le coffre de l'avidité. Des tendons d'orse supérieur s'entrelacent à ses muscles, inondant son bras d'une force violente, presque incontrôlable. Un sanglier massif charge. Sehoun s'élance dans les airs, redescend avec sa lame embrasée d'une lumière bleue et fend la bête en 2. Il traverse les autres à une vitesse fulgurante, laissant derrière lui un tas de carcasses et une foule de spectateurs stupéfaits. Un PDG chauve et en sueur, en costume, accourt. Il rit et félicite Sehoun tout en traitant les autres survivants d'incapables. Il se présente comme le PDG de la Toaoun Corporation et enchaîne avec un discours, rôle de garde du corps, poste de chef de département, vie de luxe. Sehoun sourit froidement, ce que le PDG interprète mal. Sehoun ajoute alors qu'il cherchait un bouclier humain. Avant que le PDG ne comprenne, un coup de pied bien placé l'envoie rouler dans la poussière. Sehoun désigne 4 sangliers qui approchent et dit au gros bonhomme de s'en occuper lui-même. La deuxième vague du tutoriel est terminée. Des écrans holographiques illuminent la nuit. Le corbeau sourit, parmi les constellations, tandis que le prince affamé déplore l'absence de proie digne. Tous reçoivent 50 points. Le classement place Sehoun en tête avec 1080 points, loin devant. Manger un sanglier brun offre un bonus permanent de force et vitalité. Si on en choisit une, s'accroupit pour l'écorcher de sa lame rouillée et se remémore l'amertume de la viande de prédateur d'avant sa régression. Une femme s'approche et propose son aide. Elle tient un restaurant et sait comment découper la viande correctement. Simon l'évalue du regard, décide qu'une professionnelle fera un travail plus propre et acquiesce. Le groupe s'active. Boîte de chauffage, installation du camp, recherche d'une source d'eau, jusqu'à ce que l'homme qui transporte les bûches s'arrête soudainement et demande comment il compte allumer un feu en fait. Tout le monde se tait. Siwi ne réagit pas. La voûte de l'avarice s'ouvre, réveillant la braise d'achat, un fragment d'un esprit du feu mineur presque impossible à éteindre. Il dit au groupe qui s'en occupe, lève la paume de sa main, et une colonne de flammes orangées jaillit dans la nuit. Un feu crépite sous la pleine lune, tandis qu'un sanglier grésille à la broche au-dessus. Siwan dévore une brochette de viande pendant qu'une notification bleue annonce que le prince affamé salive presque devant l'odeur du festin. Siwan note qu'il doit quand même garder des forces. Seo s'approche à travers l'herbe, portant de l'eau dans un bol fait d'une feuille, et la lui tend. Et il la prend, voyant son regard sur l'épée rouillée à son côté. Elle lui demande s'il l'a trouvée en forêt, il répond que c'est un coup de chance. Il note sa pointe de jalousie, elle s'admira avec un simple bâton en bois. Il lui montre les 100 points flottants dans sa fenêtre système et lui explique, ouvrant la boutique, ses doigts dansent sur l'interface holographique, s'émerveillant que cela ressemble à un jeu vidéo, et une épée en acier se matérialise dans ses mains. Elle lui demande comment il en sait autant. Il attribue cela à son esprit vif. Elle rit doucement, avoue qu'elle a l'impression de prendre du retard sur lui, et ils échangent une chaleureuse reconnaissance du partenariat qui les attend. L'aube se lève grise et silencieuse sur le camp. Le feu n'est plus que cendre et fumée, et une alerte du système perce l'air du matin, 58 minutes avant la 3e vague. Les survivants sortent des tentes, la peur circulant à voix basse. Seoa s'avance, son épée brillant à l'aube, et prend le commandement. Elle guide les civils vers des armes de fortune, son calme apaisant la foule. Siwoon observe depuis la lisière des arbres et saisit l'opportunité. Avec elle qui gère le chaos et enfin libre. Il creuse la terre jusqu'à ce que ses mains heurtent un lourd coffre-ormet. En le tirant hors du sol, le métal doré s'embrase d'une lumière aveuglante. Le coffre de la cupidité est ouvert. À l'intérieur, un grimoire en cuir, le cercle de mana bleu, manuel secret de la tour bleue, la moins efficace des 7 traditions magiques. Si on connaît sa valeur en tant que base. Il s'enfonce dans la forêt et se met à méditer. Grâce aux techniques de Mammon, une aura bleue tourbillonne autour de lui, le mana affluant en vagues vers son corps. Sa forme astrale s'étend vers un vortex froid et palpitant, et au lieu de le commander, il lui demande simplement de rester. La mana se condense en un anneau tournoyant et vient se loger dans son cœur. Des fenêtres système retentissent. Première cercle de mana établie selon la méthode de la tour bleue. 1000 points attribués. La puissance et la vitesse magique évolueront désormais avec le niveau du cercle. Des yeux divins se tournent brusquement vers lui depuis le royaume des constellations. Les 3 sœurs, la mère céleste, la savante, ainsi qu'une muette divinité magique d'Hécate à Isis prennent toute note de sa présence. Siwon reste calme, comme autrefois. Il avait déjà Mammon et Belzébuth de rang bien supérieur. Le corbeau s'incline, ignorant la concurrence, écarte les constellations inférieures, et Siwon saisit l'autorité d'un tel geste. Ignorant les intrigues divines, il reprend son entraînement. Une secousse brutale le ramène à la réalité. Park Jong-pil, aux cheveux blonds ébouriffés et au sourire glacial, se penche sur lui en riant, disant qu'il le croyait mort après 1 heure d'immobilité. Plus que 12 minutes avant la 3e vague. Siwon le fixe en silence, se rappelant tout de lui.
Le vol aux aînés, les faibles qu'il a opprimés, et ce moment avant la régression où il l'a poussé dans une forêt de monstres pour une prétendue reconnaissance. Cette trahison n'a mené Siwon à un artefact que par accident, mais l'intention était claire. Young-pil tend la main et propose qu'il coopère, sa posture dégageant l'arrogance nonchalante de quelqu'un qui ne se bat que lorsqu'il est sûr de gagner. Siwon n'accepte pas alors. Il se lève, réduit la distance et saisit l'épaule de Young-pil avec une force telle qu'il efface instantanément son air suffisant. Sa voix est plate et sans appel. Puisque Young-pil est si rapide, il servira d'appât. Le portail de la troisième vague embrase le ciel avant que Young-pil ait pu protester. La directive apparaît, défendez-vous contre les vagues de monstres et prouvez votre existence. En première ligne, les survivants s'abritent derrière des lances, tandis qu'une horde simiesque au hache de pierre envahit la clairière. Les pointes percent la chair, mais le nombre submerge tout, les monstres grimpant sur leurs morts pour attendre les défenseurs. La formation plie. Une femme brune, armée d'une épée courte, hurle de tenir bon alors que le mur s'écroule autour d'elle. Au milieu du carnage, Siwon reste calme en retrait, col de fourrure immobile, les yeux rivés sur l'objectif. Un ordre discret, commencez. À ses côtés, Young-pil tremble comme une feuille, serrant un petit objet en bois, les yeux écarquillés et suppliant, balbutiant qu'il n'est pas assez rapide. Siwon répond d'un coup de pied dans le dos, l'envoyant la tête la première dans la terre, avec un ordre sec d'avancer. Young-pil gémit, des larmes de frustration aux yeux, et deux créatures simiesques à proximité tournent aussitôt la tête vers le bruit. Leur confusion se transforme enfin, une énergie sombre émane de leur silhouette massive alors qu'elle s'approche, se dressant au-dessus de Young-pil terrifié, étendu au sol, qui les fixe complètement paralysés. Young-pil court pour sauver sa peau à travers un terrain accidenté, une horde de singes armés de lances à ses trousses, tandis qu'il serre une grappe de banane, l'appât qui a fait de lui leur cible principale. Si on observe la poursuite avec un calme calculateur, notant que tout va plus vite que prévu, il crie à Young-pil de courir droit vers lui, tandis que l'homme terrifié hurle à l'aide, Siwon ouvre le coffre de l'avidité. Du mana écarlate et doré tourbillonne dans sa paume, formant une sphère concentrée, la boule de feu emblématique de Dailin Meshert, un sort qui devient plus puissant selon la quantité de mana investie. Il ordonne à Young-pil de se jeter au sol, et l'homme plonge au moment où une colonne de feu jaillit de la main de Siwon, réduisant les singes en cendres. Young-pil fixe la clairière calcinée, bouche bée. Les survivants murmurent leur admiration. Siwon ignore tout cela, se penchant pour dévorer l'essence d'une créature tombée au sol, une aura sombre et prédatrice l'entourant. Des notifications du système confirment une augmentation significative de son agilité. Young-pil tombe à genoux et presse son front contre la terre, jurant une loyauté éternelle. Siwon lui dit de manger les bananes et le prévient que la prochaine vague exigera encore plus de courses. Il s'enfonce dans le feuillage où un groupe de sangliers massifs gratte déjà la terre. Sa lame tranche les bêtes en de grands arcs nets et maîtrisés. Un écran bleu confirme qu'il a atteint niveau 3. Il consulte le classement. Son avance est énorme, même si les armes distribuées au groupe ont augmenté le taux de survie général. Puis le sol se met à trembler. Un énorme sanglier balafré surgit des arbres, le chef de la colline aux sangliers. Siwon resserre sa prise, le regard dur. La voûte de l'avarice s'ouvre, libérant un sort de la tour incolore, tranchant. Des flammes de mana bleu donnent à sa lame un éclat mortel. Alors que la bête charge, il assène un unique coup vertical net. La lame la fend en deux dans le sens de la longueur. Un nuage de poussière explose, le boss s'effondre et le système lui attribue 500 points de mérite, ainsi qu'un crop de sanglier géant. Là où les sangliers fouillaient, une pierre grise accroche la lumière. Si on la soulève, et une lueur dorée jaillit. L'outil du héros oublié, une pierre à aiguiser de haute qualité convoitée par les monstres. Il la glisse dans sa poche. De retour au camp, il s'installe près de souches d'arbres et monte son atelier. La voûte de l'avarice lui offre un dernier cadeau, l'introduction à la forge de roche noire, une technique secrète d'artisanat nain. Il commence à faire glisser sa lame sur la pierre avec des mouvements lents et rythmés, admettant intérieurement qu'il n'avait jamais aiguisé une épée à la main avant sa régression. Un vieil homme chauve à la barbe blanche épaisse s'approche, observant la scène avec une fascination évidente. Il se présente comme un forgeron vétéran et, lorsque Siwon lui tend l'outil du héros oublié, les yeux du vieil homme s'écarquillent devant sa qualité. Il prend la lame et se met au travail. Lorsqu'il termine, l'épée est méconnaissable, la rouille a disparu, le tranchant est affiné, l'équilibre transformé. Siwon la peste avec une série de coups rapides qui laissent des traînées de mana cyan dans l'air. Le système enregistre l'amélioration, épée du héros oublié, grappe des plus, avec une netteté accrue et une malveillance spéciale contre les monstres. Le forgeron éclate de rire, revigoré par la réactivité de l'instrument. Siwon brandit la défense de sanglier et une peau de loup, sur le point de demander au vieil homme de travailler les matériaux, quand une notification du système le fiche sur place. Le soldat à la couronne d'or s'est intéressé à lui. Des gouttes de sueur perlent sur son front. Il connaît ce nom, il vient du futur. Le soldat à la couronne d'or n'est pas un héros. Voici Barus, 28e seigneur démon des 7 péchés capitaux, tyran belliqueux sur monture cramoisie et maître alchimiste façonnant le métal en arme destructrice. Ses faux et dagues d'assassinat sont si puissantes que même les dieux suprêmes les convoitent. L'image spectrale de Barus plane, une armure sombre, un cheval entouré de flammes violettes, rien à voir avec Héphaïstos enchaîné par les lois de l'ordre. Barus ne désire que la destruction. Une invite holographique s'allume devant le forgeron, annonçant l'intérêt de Barus pour lui. Le vieil homme fixe le texte lumineux complètement déconcerté. Siwazan explique calmement c'est une constellation, un être transcendant du sommet de la tour. Le forgeron peine à croire qu'un dieu s'intéresse à lui.
Siwon avoue être aussi observé puis rassure l'aîné, aucune performance n'est requise, ces êtres sont des spectateurs, il doit juste continuer ainsi. Siwon suggère que cette attention divine est une bénédiction, le vieil homme caresse sa barbe, songeant à cela. Siwon incline la tête et demande au maître forgeron de continuer à le soutenir. Le forgeron n'hésite pas une seconde, il serre la main du jeune homme et avoue qu'il se sent bien plus à l'aise à façonner l'acier qu'à brandir un bâton contre des monstres dans le noir. Siwon détourne le regard, satisfait. Avoir un maître artisan pour son équipement est un atout pour les épreuves à venir. Puis le système retentit. Une nouvelle notification clignote en bleu. La phase d'adaptation du premier chapitre du tutoriel touche à sa fin. Le compte à rebours a commencé, 3h21 avant la 4e vague. La voûte de l'avidité offre les 3 talents, une technique basée sur le ciel, la terre et l'homme pour observer les rouages du cosmos. Siwon médite déjà, entouré de tourbillons de lumière stellaire. Son cercle de mana est scellé dans sa poitrine. À présent, il vise le prochain palier, le dantiam. Contrairement au cercle de mana qui se forme naturellement, le dantian exige un éveil manuel et délibéré. Il dirige son énergie interne vers le bas, la sueur perlant sur son front, une sphère pulsante de lumière science formant en son centre. Dans un dernier élan explosif, la barrière se brise. Système confirmé, dantian de verre, contrôle direct de l'énergie interne déverrouillée. L'efficacité de toutes les techniques martiales a considérablement augmenté. 1000 points attribués. Il expire et se penche en arrière, notant qu'il ne reste plus qu'une heure avant la prochaine vague. Le forgeron arrive en avance, tendant son œuvre achevée avec une fierté discrète. Il mentionne que l'agent de raffinage manquant reste un léger regret, puis présente le résultat, une cape de loup gris, grade D, et une dague à croc, une lame D+, taillée dans une défense de sanglier, sans outil de forge approprié, polie jusqu'à briller d'un éclat mortel uniquement grâce à son habileté. Siwon attache la cape et rengaine la dague, exprimant une gratitude sincère. Le vieil homme lui suggère de rester à l'écart du front et de se concentrer plutôt sur l'entretien de l'équipement. Siwon accepte aussitôt, l'avantage stratégique étant évident. Le minuteur du système affiche 57 minutes. La 4e vague sera nettement plus difficile que tout ce qu'a précédé. De retour au camp, une femme aux cheveux bruns tente d'aiguiser la vigilance des survivants, les avertissant que Siwon a signalé la vague à venir comme particulièrement dangereuse. C'est une désinvolture agaçante. Des survivants plaisantent, espérant encore plus de viande de sanglier. Elle crispe le poing. Puis un homme musclé en cuir tombe à genoux, pose sa paume au sol et réclame le silence. Ses yeux rougeoient en captant les vibrations du sol. Anchiol confirme que la menace est proche. La femme annonce 1 minute restante. Fin du compte à rebours. Des grognements sourds sortent de la forêt. Une énorme patte griffue frappe le sol, suivie d'une gueule pleine de crocs, des loups géants au pelage sale et aux yeux affamés. Un jeune chasseur demande tremblant s'ils peuvent affronter une telle bête. Son aîné croise les bras et demande sèchement s'il s'attendait à voir des moutons. Un vétéran proche se rappelle sa paralysie face à de telles créatures, puis sent que ces 2 hommes sont d'une autre trempe. Le chef clôt la discussion. Arrêtez de parler, commencez à chasser. Le plus jeune hurle de frustration et fonce droit dans la meute. La peur remplace vite la bravade. Les loups convergent, les mâchoires claquent et il pousse un cri. Derrière lui, une lumière aveuglante jaillit. L'aîné tient une boule de feu tourbillonnante, fait remarquer que c'est peut-être un peu excessif, puis libère une colonne de feu verticale qui brûle la première ligne et ne laisse que des restes calcinés. Le prince affamé regarde le repas bien cuit avec une anticipation visible. La fumée se dissipe, le chef dégaine son épée. Le caveau de l'avidité déverrouille l'art de l'épée du loup de sang, une technique ancestrale conçue spécialement pour combattre ces meutes. Il canalise son dentien et exécute la première forme, la griffe du loup de sang, envoyant une large arche d'énergie cramoisie qui déchire la bête la plus proche. Il ne ralentit pas. Des éclairs rouges crépitent autour de lui alors qu'il enchaîne avec le croc du loup de sang, devenant une traînée d'arcs mortels et d'entailles acérées. Le mouvement s'arrête, il se tient au milieu d'un champ de cadavres couvert de sang. Son compagnon le fixe, tremblant, et lui demande s'il est encore lui-même. Le chef l'ignore. Le système confirme que la force et l'agilité des loups dévorés augmentent pendant que le prince se régale. Le plus jeune suggère de s'épargner la peine d'aider les autres, mais la scène se déplace ailleurs dans la forêt. Les boucliers volent en éclats et les chasseurs sont acculés par la meute survivante. Anchiol est à bout. Souffle court, réflexe lent, il évite de justesse les crocs par pur désespoir. Non loin, Yosaoka glisse avec une fluidité mortelle, fixé par Siwon sous sa cape de fourrure grise. Il observe attentivement, une interface bleue clignote, l'araignée couronnée et suit son escrime avec intérêt. Siwon reconnaît ce nom immédiatement. C'est Baal, premier des 72 seigneurs démons, maître d'escrime, dirigeant 66 légions démoniaques. L'image est nette dans son esprit, une immense araignée à carapace noire, aux multiples yeux cramoisis luisants et couronnés d'or. La logique est implacable. Un épéiste du calibre de Baal serait naturellement attiré par un talent brut et naissant de Soa. Le système pulse à nouveau. Veut évaluer son véritable potentiel, comme si elle ressentait le poids cosmique de ce regard. Les yeux ambrés de Soa s'embrassent d'une lumière dorée. Elle serre son épée avec une intensité renouvelée, s'élance en avant et abat sa lame dans un arc aveuglant qui déchire les ombres avec une force explosive. Elle se tient debout dans l'éclat déclinant de sa propre attaque, concentrée et résolue. Soa fend les énormes loups gris rapidement, sa lame traçant des arcs de lumière rose comme 12 épées frappant en même temps. Ses yeux brillent d'un éclat froid.
L'influence de Baal est indéniable. Si on observe à distance, se demandant en silence si le Seigneur des mondes fait que la tester comme futur réceptacle. Lorsque la dernière bête s'effondre, l'énergie surnaturelle se dissipe, laissant Soa allaitante, les jambes cédant sous elle. Sioun est déjà là avant sa chute, la rattrapant et la félicitant brièvement. La quatrième vague est éliminée. Des fenêtres bleues indiquent que l'araignée couronnée a observé la scène avec ravissement. Chaque participant reçoit 100 points. Le classement des contributions apparaît. Siwan occupe une première place écrasante avec près de 5000 points, bien devant Seoa et Anchiol. Tout autour de la clairière, les conséquences sont brutales. Un homme hurle la jambe en miettes, une femme aux cheveux bleus panique face à l'absence totale de fourniture médicale, et le ressentiment gronde dans la foule. Les survivants murmurent avec amertume à propos de l'homme en cape grise qui restait en retrait pendant qu'il saignait. Siwan ignore les regards noirs et se dirige vers le centre du camp, sa voix plate et sans appel lorsqu'il ordonne à tout le monde de bouger. Il plonge la main dans le coffre de l'avidité et en sort un pouvoir de restauration. Un grimoire magique scintille et apparaît. Une lueur émeraude jaillit de sa paume, et il soigne instantanément la chair déchirée. La foule s'exclame en voyant les plaies se refermer sous leurs yeux. Quand la femme aux cheveux bleus le supplie de soigner tout le monde, il reste pragmatique. Il refuse d'épuiser sa mana et ne donnera la priorité qu'à ceux qui sont en état critique. Une fois les cas les plus graves pris en charge, il se retire et s'adosse à un arbre. Le calme dure pas. L'ombre de Anchiol se projette sur lui, le bagarreur dégageant une énergie lourde et agressive, le visage marqué par une détermination sombre. Il lance un défi direct. Siwon n'est pas surpris. Il sait que pour obtenir quoi que ce soit d'utile de cet homme plus tard, il doit d'abord briser son esprit combatif. Il accepte avec un léger sourire. Quand Anchiol lui dit de prendre son arme et de préparer sa magie, Siwon se contente d'adopter une posture martiale détendue et lui répond qu'il ne dégainera une lame que s'il est battu à main nue. Anchiol explose de rage et se jette sur lui, son poing frappe en l'air comme un marteau qui s'abat. Siwon anticipe chaque coup d'un regard vif et calculateur. La puissance brute de Anchiol est indéniable. Ses coups de poing sont dévastateurs, ses yeux brûlent d'un blanc pur, chargé d'énergie, mais chaque coup laisse une brève et fatale ouverture. Siwon esquive telle une fumée, sa cape flottant alors que les frappes puissantes le frôlent. Il comprend rapidement que ses mains nues ne suffiront pas face à une telle force physique. Le coffre de l'avidité s'ouvre, un coffre doré se matérialise puis se dissout, transmettant l'ancienne sagesse du Tai-Chi. Sion déplace immédiatement son poids, ses pieds traçant des cercles invisibles dans la terre, alors qu'il adopte une posture fluide et ancrée. Anchiol lance tout son corps dans un coup de pied-coup. Sion n'oppose aucune résistance, il capte l'élan, guide l'énergie dans un arc circulaire autour de lui, puis enchaîne avec un coup de paume précis qui fait chanceler Anchiol en arrière. Alors que le bagarreur tente de se ressaisir, grognant qu'il deviendra plus fort, Siwon rassemble une aura bleue tourbillonnante autour de ses mains et explique calmement que le Tai-Chi n'a rien à voir avec la force brute. Il s'agit de contrôler l'énergie environnante à volonté. Anchiol lance un dernier coup de poing désespéré. Si on le dévie d'une simple pression de la paume, transforme l'élan de l'homme en arme, et l'onde de choc qui en résulte projette Anchiol dans les airs. Son corps s'écrase contre un arbre massif avec une telle force que le tronc se fend. Le bois se brise et s'effondre autour de lui. Anchiol s'affale contre les morceaux de bois brisés, respirant difficilement et finit par admettre sa défaite. Siwon s'approche sans se presser, pose une main sur son épaule et laisse une douce lumière verte de guérison pénétrer dans son corps meurtri. Il lui dit qu'il n'y a pas d'urgence. Il est déjà fort. Puis il lui fait une proposition simple et directe. Il se retrouve dans cette clairière pour s'entraîner 2 fois par jour. 11. Si on tend la main et expose les conditions, des séances d'entraînement 2 fois par jour. Aucune place pour la négociation. Anchiol regarde la paume tendue avec agacement et résignation, puis la serre et grogne son accord à contre-cœur. Au moment où leurs mains se serrent, une interface numérique scintille et prend vie. La constellation connue sous le nom du vieil homme chevauchant un crocodile fixe Anchiol avec intensité. Les yeux de Siwon se plissent. Il comprend tout de suite ce que c'est. C'est un roi démon le second roi. Anchiol a enfin attiré l'attention de quelque chose de vraiment redoutable. Le tutoriel reprend avant que le moment puisse s'installer. La 5e vague débute. Les survivants autrefois craintifs sont désormais formés, lance en main et déterminés. Siwon observe ce changement, silencieusement satisfait. Les loups, les sangliers et les singes ont tous eu leur tour et ils se demandent ce qui va suivre. Le sol répond. Une nouvelle horde de sangliers sort du bois. La femme rallie la ligne, les yeux flamboyants de violet alors qu'elle charge, esquive une défense et transperce leur cuir épais. Anchiol ne prend même pas d'arme. Sous une aura rouge et noire, il attrape un sanglier par ses défenses, muscles bandés, puis le plaque au sol si fort que la terre en tremble. Son compagnon blond regarde la scène stupéfait et croit à tort qu'il s'agit de Tai-Chi. Simon se caresse le menton. Le contrat de Anchiol avec Agares a clairement décuplé ses capacités physiques. Une intervention directe n'est plus nécessaire ici. Il se retourne et s'éloigne. Son acolyte blond panique et essaye de le suivre. Sioun l'arrête, pointe du doigt un sommet rocher enveloppé de brume au loin et lui dit que c'est là qu'il va grimper. Le subordonné reste planté là, déconcerté, tandis que Siwon disparaît dans la lisière des arbres. La forêt en montée est dense et sèche et les arbres se tordent comme des mains squelettiques. Des yeux luisants le suivent des branches. Un groupe de singes armés de haches pousse des cris stridents et font sur lui. Il ne ralentit même pas le pas. Il dégaine sa lame, canalise son énergie interne et exécute la 2e forme de la technique de l'épée du loup sanglant, le croc du loup sanglant. Un croissant d'énergie fend l'air vers le haut, tranchant le singe de tête avant même qu'il ait pu attaquer. Une notification confirme que le prince affamé râle parce que le dernier barbecue ne l'a pas du tout rassasié. Siwon marmonne qu'il y a quelque chose de mieux qui l'attend au sommet.
Au pied de la falaise, il ouvre le coffre de la cupidité. Le système identifie le prédateur local au sommet de la chaîne alimentaire, le macaque des falaises de Balatan, parfaitement adapté à ses hauteurs. Il ne se contente pas de lire les données, il les absorbe. Une aura flamboyante enveloppe sa main. La force brute de la créature coule directement dans ses veines. Il enfonce ses doigts dans la roche solide et la pierre cède comme de l'argile mouillée. Ce n'est pas seulement de la puissance, c'est de l'instinct. Il sait où le vent mord le plus fort et quelles fissures tiendront. Il grimpe rapidement, ses mouvements sont fluides et prédateurs, s'accrochant à la roche presque verticale avec une aisance déconcertante. Il se hisse sur une branche horizontale qui dépasse de la falaise et se retrouve nez à nez avec deux macaques locaux. Il se fige, les yeux écarquillés, incrédule qu'un humain ait pu monter aussi haut. L'un d'eux se remet du choc et bondit, croc découvert. Siwon assène un coup de poing en plein vol au visage du macaque et ne regarde même pas sa chute. Il est déjà en train de grimper, sa lame ancrée dans la roche pour prendre appui, montant à la vitesse du vent. Plus haut, il repère l'entrée sombre d'une grotte dans la paroi rocheuse. Il concentre une énergie volatile dans sa paume, la projette vers l'entrée et l'explosion fait voler en éclats la falaise dans un nuage de fumée et de débris. Il franchit la poussière et entre dans le tunnel pour déboucher sur la pierre plate du sommet. Une ombre massive le recouvre. Un pied géant et poilu s'écrase au sol juste à côté de lui. Il lève les yeux. Un alpha à la fourrure blanche se dresse devant lui, brandissant un long bâton, les yeux flamboyants de malveillance. Son rugissement fait trembler les pierres sous ses pieds. Il l'observe sans ciller. Le bâton, la fourrure, la posture, tout est clairement inspiré de la constellation légendaire, le grand sage égal du ciel, un hommage au roi singe, intégré à la tour comme gardien. Une pâle imitation, hein, loin de l'original, mais dangereuse tout de même. Le singe blanc abat son bâton de fer avec une force écrasante. Siwon n'esquive pas. Il lève sa lame et bloque le coup de plein fouet, le métal crissant contre le métal, des gerbes d'étincelles l'entourant alors qu'il tient bon. Il incline la lame de son épée jusqu'à ce que le reflet grondant de la bête leur fasse face à tous les deux. Un sourire vif et assuré traverse son visage. Le défi illumine son regard. Il parle avec une réelle satisfaction. Là, ça ressemble à un vrai combat. L'assaut du singe blanc est implacable, une tempête de coups qui oblige Siwon à reculer sans cesse. Échanger des coups en défense est une stratégie perdante. Cela épuisera son endurance bien avant d'entamer la créature. Il prend sa décision. Au lieu de dévier la prochaine attaque, il s'avance dans la garde de la bête et arrache le bâton de ses mains, utilisant son propre élan pour lui subtiliser l'arme. Il pivote et l'abat dans un coup brutal de haut à bas. L'impact fait vibrer ses morts, comme s'il frappait de la pierre. La peau de la créature est d'une densité surnaturelle. Le singe recule en criant, puis tend la main pour réclamer son arme. Le coffre de l'avarice s'ouvre. Le système lui transmet le bâton pour chasser les chiens, style conçu pour les mendiants repoussant les chiens errants. Siwon sourit en lisant la description. Il change de position. Le singe charge. Un coup dévastateur plus tard, le bâton s'abat avec une force suffisante pour creuser un cratère dans la pierre sous la bête. Le système confirme la défaite du boss, le singe escaladeur de falaise. Un noyau de noisette acquis. Siwon invoque une gueule spectrale issue de sa propre ombre et la laisse dévorer la carcasse entière. L'agilité et l'intelligence atteignent toutes deux un pic lorsque l'autorité dévoreuse convertit la biomasse en énergie brute. Il se dit qu'à ce rythme de progression, devenir un véritable tank n'est qu'une question de temps. Il se tourne vers l'environnement que la bête protégeait. Il pose sa paume contre une formation rocheuse suspecte. Le pan de mur s'écarte, révélant un passage sombre vers le cœur de la montagne. Un hologramme annonce un donjon secret, le terrain d'entraînement oublié. Siwon sourit, incrédule, face à la notification. Qu'un donjon de cette envergure existe dès le tout premier chapitre du tutoriel semble impossible, mais les implications sont énormes. Des points d'expérience en masse, des objets rares et un multiplicateur de première découverte qui pourrait faire exploser sa puissance. Il avance sans la moindre hésitation. La chambre de l'avarice s'ouvre à nouveau, faisant apparaître un immense hibou spectral parcouru d'une énergie violette. Les yeux du hibou nocturne s'allument d'un rouge rosé, perçant le noir alors qu'il descend dans la grotte. L'air devient vicié et humide. Des chauves-souris fuient le plafond. Le tunnel descend sous la montagne. La pression monte à chaque pas. Le passage s'ouvre sur une immense caverne qui le fige. Le sol est un cimetière d'épées plantées dans la pierre. Murs et sols sont marqués de tailles profondes, vestiges d'un entraînement fou. Il traverse le champ de lame jusqu'à un monument de pierre avec une fente verticale en œil de chat. Il reconnaît immédiatement la forme. Il dégaine l'épée du héros oublié et l'insère dans le mécanisme. L'ajustement est parfait. Une lumière dorée jaillit de la fente et fait trembler la caverne. Le système déclare qu'il a gagné le droit de défier le héros oublié. La paroi rocheuse s'effondre, révélant une silhouette colossale en armure spectrale bleue, assise immobile sur un trône de pierre, entouré de lames abandonnées. Puis le géant bouge. Une épée spectrale massive s'abat sans prévenir. Siwon se jette à peine sur le côté en jurant à voix basse. Il tente d'attraper son arme coincée dans la pierre. Des alertes du système clignotent avec urgence. La magie est perturbée dans cette salle et seule l'épée brisée trouvée à l'intérieur peut être utilisée. Il aperçoit une lame rouillée et ébréchée dans le sol et l'arrache d'un coup sec. Le duel commence dès que sa main se referme sur la garde. Le héros oublié se lève et abat une frappe verticale vers le bas. Siwon part le coup avec la lame rouillée, l'impact lui secoue les os, des gerbes d'étincelles jaillissant des deux armes. La voix du géant résonne comme de la pierre qui grince. Ça fait longtemps que personne n'est venu. Simon lutte contre le poids et esquisse un sourire en coin, demandant si d'autres ont essayé avant lui. Le géant confirme qu'un seul challenger s'est présenté il y a longtemps. Siwon le provoque car, puisque le gardien est là, celui-ci a dû échouer.
Le géant lance une nouvelle attaque circulaire fendant l'air. Siwon reste immobile. Il lève une dague en prise inversée et bloque la lame colossale avec. L'onde de choc pulvérise le sol de pierre sous ses pieds, les débris restent en suspension dans la tension de l'affrontement. Face à cette force brute, il retient l'arme, les muscles tendus, les yeux grands ouverts et concentrés. L'élan s'estompe l'emploi. Le géant bleu se penche, son visage tel une statue fissurée aux yeux azur, presque humain mais antique. Il fixe à travers la poussière et les débris, saluant la force et l'esprit nécessaires pour arrêter un tel coup. Exact, déclare-t-il, sa voix portant le poids de quelque chose qu'a attendu très longtemps. L'affrontement est immédiat et écrasant. Un gardien de pierre abat son épée avec fracas et le challenger aux cheveux noirs résiste de justesse, ses bottes raclant la roche tandis que l'onde de choc soulève la poussière. Il glisse en arrière mais ne tombe pas. Le gardien à la peau bleue scrute son adversaire froidement. Il remarque tout de suite le décalage. Le challenger bouge comme un vétéran piégé dans un corps qui ne suit plus. Ses réflexes sont aiguisés mais sa vitesse physique ne suit pas. Le gardien ne prend pas la peine d'expliquer davantage. Il attaque de nouveau, fendant l'air à l'endroit où le challenger se trouvait une demi-seconde plus tôt. Le héros esquive en difficulté mais avec précision. Le gardien est impressionné que l'humain ait saisi son attaque si vite, mais reste sceptique. Il questionne le challenger sur l'énergie de l'épée pour un simple tutoriel. Le challenger réplique, se demandant si le gardien a réellement l'intention de le laisser passer un jour. Se change quelque chose dans l'expression du gardien. Il comprend que le challenger peut percevoir l'énergie de l'épée, la raison même pour laquelle personne avant lui n'est jamais sorti vivant de cette épreuve. Le héros grimace intérieurement en se rappelant que rien que trouver ce donjon caché était déjà presque impossible. Les yeux azur lumineux du gardien s'embrasent alors qu'il déclare qu'échouer ici signifie que le challenger n'a rien à faire plus loin. Puis disparaît, vitesse pure. Son épée devient une traînée de lumière bleue, fendant l'air en arc rapide. Le challenger se jette dans des esquives désespérées, survivant de justesse. Le gardien le presse aussi verbalement, avertissant qu'il n'est pas une bête sans cervelle, qui répétera les mêmes mouvements en boucle. Le challenger sait qu'il a raison. Esquiver sans fin un tel combattant, c'est juste une façon plus lente de mourir. Il lui faut autre chose. Il plante son ki. Une interface holographique clignote, le coffre trésor de Grid se déverrouille. Il reçoit les Taiji, une technique fondamentale de la secte Wudong entièrement basée sur la redirection de la force. Le concept de la puissance douce envahit instantanément son esprit, et la maîtrise suit un instant plus tard. Le gardien aperçoit le jour. Quand le prochain coup écrasant s'abat, le challenger ne recule pas. Il lève sa lame enveloppée d'une énergie tourbillonnante de yin et de yang, et affronte l'attaque de front, non pas par la résistance, mais par le flux. Il redirige l'élan du gardien, guidant l'énorme épée sans danger dans le sol. Le gardien chancelle. Il reconnaît que c'était un mouvement impeccable, mais corrige aussitôt sa posture pour enchaîner, refusant de laisser aux humains le moindre répit. Le challenger n'attend pas non plus. Il passe directement de la défense à l'attaque, lançant la troisième posture de la technique de l'épée du loup de sang, l'assaut du loup de sang. Une vague d'énergie bleue jaillit à l'impact, interceptant le coup de récupération du gardien et repoussant le guerrier de pierre avec une onde de choc qui fait trembler la caverne. Le gardien abaisse son âme. Pour la première fois, il y a un véritable respect dans ses yeux. Il s'émerveille de la façon dont le challenger a anticipé le déroulement du combat 2 coups à l'avance et a su enchaîner sans effort 2 styles d'épée complètement différents. Il demande si le challenger avait caché sa véritable force tout ce temps. Le challenger garde un visage impassible. Au fond, il connaît la vérité. Il vient de débloquer cette technique grâce à l'autorité. Mais de l'extérieur, on dirait une révélation synchronisée d'un atout caché. L'épreuve ne finit pas par un affrontement final, mais par le silence. Le challenger se tient sur le champ d'armes, meurtri mais droit, demandant la fin. Le héros oublié, l'armure bleu pâle, acquiesce. Il est désarmé, le challenger réussit l'épreuve. Il montre alors le vrai prix. Une lueur dorée sort d'une faille rocheuse. Le héros saisit la garde d'une épée scellée dans la pierre. Dès qu'il la touche, un rejet violent explose vers l'extérieur. Des veines gonflent sur son avant-bras. L'énergie n'est pas seulement lourde, elle est hostile, comme si l'arme elle-même décidait s'il en est digne. Il comprend tout de suite qu'il s'agit d'un objet d'ego, un artefact de rang A au minimum. Il ne lâche pas prise. Dans sa vie antérieure, il avait atteint le 92e étage de la tour sans aucun talent naturel, avançant uniquement par pure obstination. Il puise dans cette même volonté les jointures blanchies, les dents serrées, jusqu'à ce que la prison de pierre se fissure et vole en éclats. La lame se libère, immaculée, radieuse, miroitant d'une lumière sacrée. Le héros oublié observe avec une paix silencieuse, notant que la maîtrise viendra avec le temps. Puis il disparaît, les fenêtres du système défilent. Un niveau gagné, 20 000 points de contribution et l'acquisition d'Urandal, la lame qui a fendu la roche. Quelque part dans le cosmos, une constellation appelée le Corbeau courbé bondit de son siège. La scène coupe brutalement sur un champ de bataille à ciel ouvert. Un singe blanc lance la 6e vague. Une femme brune dirige la défense et un colosse en veste marron écrase les monstres efficacement. Mais elle perd sa concentration. Seoun est parti depuis trop longtemps et elle est prête à rompre la formation pour aller le chercher. Le grand homme l'arrête sans précipitation. Il lui montre le ciel où le classement en direct se met à jour en temps réel. Première place, Jang Se-woon, 28 660 points, un écart absurde au-dessus de tous les autres. Il lui dit que leur tâche est simple, survivre et devenir plus fort jusqu'à son retour. Elle regarde le tableau des scores, expire puis se remet au travail.
Au moment où l'adrénaline retombe, il en va de même pour Seoun. Une vive douleur lui transperce la poitrine et il s'effondre au sol, haletant, la main sur le cœur. Extraire Durandal a vidé son énergie et son mana, le laissant vulnérable. Il se force à se redresser. L'épée repose devant lui, à la garde dorée et d'aspect banal pour une arme qui a failli le tuer à l'instant. Il veut l'examiner tout de suite, mais l'instinct de survie l'emporte. Il croise les jambes, ferme les yeux et commence à puiser la mana ambiante dans l'air de la caverne. La grotte explose, une colonne rugissante de flammes bleues jaillit autour de son corps, montant au plafond. Il ouvre les yeux et fixe ses mains, stupéfait par la violence avec laquelle l'énergie réagit. Une fenêtre système surgit et la vraie récompense du donjon n'était pas que l'épée. Ce trésor débloque 2 techniques d'élite, le cercle de mana sombre, réservé aux disciples de la Tour Noire, et le Pogyuk Singong, secret du clan de la magie. Seoun sourit. Avec de tels outils, plus besoin de se retenir. Il se laisse entièrement engloutir par la flamme bleue et plonge dans une profonde transe, vidant complètement la ligne lait. Il perd totalement la notion du temps. Tandis qu'il reste immobile, le monde continue de tourner sans lui. Les 6e, 7e et 8e vagues se succèdent. Il les remarque à peine comme de simples notifications système. Lorsqu'il ouvre enfin les yeux, 36 heures ont passé. Il se lève, sentant aussitôt un changement profond en lui. La moitié d'une jette d'énergie interne accumulée. Le 2e cercle de mana est formé avec succès. L'efficacité de la chose en est presque troublante. Il a reçu des points pour les vagues que ses alliés ont survécu en son absence, mais la 10e vague approche rapidement et la difficulté va grimper en flèche. Il saisit Durandal. Classée arme légendaire de rang B, elle reste scellée par manque d'affinité. Il la manie pourtant. Un grand croissant bleu déchire la caverne avec force. Déjà si puissante, même scellée. Il la rengaine, cape au vent et fonce vers la sortie. De retour au camp, tous ses déjà effondrés. Des singes à fourrure rouge et borgne submergent la ligne de défense. Un porteur de bouclier s'effondre sous un coup de pioche et les ordres du chef de groupe peinent à contenir la panique. Les blessés sont abandonnés juste pour éviter que la formation s'effondre. Yosoa tient le coup de justesse. Son œil doré repère une bête en plein bond, et elle l'esquive sans effort, sa lame traçant des traînées d'énergie céruléenne sur sa peau. Puis une fenêtre holographique de la constellation araignée à la couronne apparaît en plein combat pour critiquer sa posture et sa technique. Elle serre les dents et parvient tout juste à ne pas lui répondre sèchement. À partir de la 7e vague, les monstres frappent plus fort et se déplacent plus vite, et l'épuisement commence à se faire sentir dans tout le camp. Puis l'un d'eux passe par son angle mort. Une bête qu'elle n'a pas suivie la heurte au bras, une douleur fulgurante traverse sa poigne et la déséquilibre. Avant qu'elle ne puisse enchaîner, le sol se met à trembler. Genganshul fonce sur le monstre et l'enfonce dans la terre fissurée. Là-haut, parmi les constellations, l'araignée couronnée lui siffle de s'abstenir, tandis que le vieil homme sur son crocodile approuve du regard. Angshol dit à Soa de respirer, mais la situation est critique. Couvert d'éraflures et de sang, il est épuisé. Elle sait que s'il tombe, le camp tombera aussi. Le désespoir commence à s'insinuer. Sans Seoun, rien de tout cela ne survivra. Ailleurs sur le terrain, Park Gyung-pil rampe dans la terre, serrant une grappe de banane, hurlant le nom de Seoun, jusqu'à ce qu'il trébuche sur une pierre et s'écrase violemment au sol. Il se retourne et découvre un singe debout au-dessus de lui, hurlant assoiffé de sang. Il se recroqueville et se prépare à la fin. Le ciel se déchire. Un pilier de lumière bleue aveuglante s'abat sur la terre et réduit le monstre en cendres sur le champ. La pression de l'impact est si écrasante que l'araignée et le vieil homme s'inclinent devant le dieu démon. L'électricité crépite sur le sol calciné. Sawon émerge de la lumière. Young-pil lève les yeux, en larmes, et hurle le nom de son frère comme un miraculé. Seoun ignore ce spectacle. Il lève la main et des éclairs jaillissent de ses doigts, bondissant de bête en bête pour foudroyer le reste de la vague. Il abaisse la main, voyant que la situation est pire que prévu, mais se réjouit que Seowa et Hanshol tiennent toujours debout. Young-pil, remis de son agonie, écarte les bras et annonce l'arrivée de Saoun aux survivants. Il reste figé, médusé. Des chuchotements parcourent la foule et le bruit court. Le loup de sang est arrivé. Saoun s'arrête. Ce surnom le surprend. Il se tourne et voit Young-pil prenant une pose théâtrale, lui faisant un clin d'œil effronté. Young-pil explique le concept, le sang giclant du sabre, la cape en peau de loup, le look complet. Ça marche, tout simplement. Seoun y réfléchit. Pour un joueur, un titre vaut mieux qu'un nom. C'est ce qu'on prononce, ce qui te suit, ce qui définit ta présence dans ce monde. Avant qu'il ne puisse répondre, Young-pil se jette sur lui et l'attrape par le col, les yeux écarquillés et brûlants d'une intensité rare. Il fait alors sa déclaration. C'est lui qui donnera un titre à Seoun. Personne d'autre. Il pose sa revendication comme si c'était la chose la plus importante sur ce champ de bataille. Avant que Seoun ne puisse réagir à tant d'audace, une fenêtre système bleu apparaît entre eux. La 9e vague est officiellement terminée. Le tutoriel est fini, la terre désolée devient un horizon doré, des arbres bordant la distance sous un ciel peint, la folie des Young-pil s'évapore, remplacée par une excitation pure, alors qu'il lève les bras, salue Seoun-yang avec respect et se dit honoré d'affronter la suite. Le système confirme que la 9e vague a été franchie et que 200 points ont été distribués à tous les survivants. Les classements apparaissent dans les airs. Seoun en tête avec une avance énorme. Seoun est 2e, Hanshol 3e. Il se tient seul dans le vent orangé, profitant de l'instant.
Sewa se précipite vers lui essoufflé et visiblement soulagé, enchaînant les questions. Il l'interrompt calmement. Il l'expliquera plus tard. Elle devrait se concentrer sur le camp. Elle est déstabilisée un instant, puis se redresse et repart, lançant par-dessus son épaule qu'il lui doit des explications complètes. Il la regarde s'éloigner. Elle a pris sa place dans ce rôle. C'est elle la chef maintenant. Anshul passe à côté de lui avec 6 mots. Retrouve-moi près du vieil arbre cassé. Une double invitation. Se-woon hausse un sourcil en le regardant s'éloigner. Jong-pil surgit à son tour, salue vivement et commence un compte-rendu de la situation. Se-won l'écoute tout en l'observant attentivement. Dans l'ancienne chronologie, il était un poids mort, s'accrochant à Anshul pour survivre. Maintenant, sa mémoire est affûtée. Son briefing est clair. Derrière lui, le 6e seigneur démon, Belfort, plane comme une ombre. Se-won garde son war. Le rapport le conduit jusqu'aux jumelles. À la lisière du camp, 2 familles d'antiques aux tresses oranges sont en pleine dispute au sujet des barricades détruites, l'une accusant la conception, l'autre la chronologie. Jong-pil les fait taire en criant. Elles se figent, aperçoivent Se-woon et s'illuminent instantanément. Bloodwolf crient-elles ensemble. Il sursaute, il n'est pas encore habitué. Il complimente les barricades et voit qu'elles manquent de bois et de temps. Il connaît la vérité. Des murs en bois ne tiendront pas face à la 10e vague, mais ce n'est pas ce qui l'intéresse. Au-dessus d'eux, 2 constellations flottent, invisibles. Alphas, l'oiseau noir, survole Anarum, Malphas, l'oiseau géant, survole Andaun. Ces 38e et 39e seigneurs démons, experts en fortification, auront un impact crucial. Il leur dit franchement qu'il ira chercher le bois lui-même. Leurs yeux s'écarquillent et brillent d'admiration. Bloodwolf pas Elmeira. Il se détourne en soupirant. Dans la forêt d'automne, Se-woon dégaine Durandal et frappe un tronc. La lame s'enfonce à mi-chemin et s'arrête. Sans énergie interne, la force brute ne suffit pas à faire fonctionner l'arme. Il la libère et admet qu'il a encore du chemin à faire avant d'ouvrir le coffre de la convoitise. Il active l'épée des 18 coups de Taishan de la secte Wangbo, conçue pour une puissance lourde et décisive. Une énergie bleue crépite autour de lui. Il abat la lame dans un arc dévastateur, fend l'arbre net, et le système améliore la technique en Taishan Aidyok. Un second coup balayé termine le travail. Le tronc s'effondre et secoue le sol si violemment que Jong-pil sursaute, et les jumeaux se serrent l'un contre l'autre. Se-woon esquisse un sourire en coin et informe Jong-pil d'un ton parfaitement neutre. Porter le bois est le devoir de sa main droite. Jong-pil s'étouffe en bafouillant. La constellation du vaurien à tête d'âne éclate de rire dans le cosmos. Jong-pil tremble ensuite sous bûche après bûche, tandis que Se-woon marche à ses côtés, imperturbable. Il reste tout de même secrètement impressionné que l'homme ait déjà déplacé 3 énormes troncs par pure obstination. Puis Anshul arrive, soulève un tronc sur son épaule comme s'il ne pesait rien, et les jumeaux applaudissent. L'agrandissement de la barricade reprend aussitôt. Les défenses assurées, Se-woon se dirige vers la zone de soins. Une femme aux cheveux bleus est agenouillée au-dessus d'un patient hurlant qui ne sent plus son bras, une lumière guérisseuse jaillissant de ses mains. Se-woon s'adresse directement à elle, Yanul. Il lui a déjà parlé brièvement auparavant, mais cette fois, il la regarde avec tout le poids de ce qu'il sait. Elle a été de chaque bataille, soignant les blessés plutôt que de combattre. Une fenêtre système s'ouvre, un grondement résonne, et derrière elle, un lion massif à queue tranchante surgit. Le lion ensanglanté, avatar de Marbas, 5e grand commandant infernal. Ses yeux jaunes brûlent alors qu'il garde la soigneuse, concentrée sur son patient. La 9e vague a ravagé le camp, laissant la zone médicale en plein chaos. Un lion spectral gigantesque domine un seul trempé de sang, sa crinière crépite, ses yeux brillants fixés sur la femme aux cheveux bleus qui tremble sous lui. C'est Marbas, le 5e grand commandant de l'enfer, un être capable de répandre ou de guérir les afflictions les plus mortelles. L'énergie instable qui émane de la bête montre clairement qu'elle n'a pas encore totalement scellé ce contrat. Le protagoniste avance droit dans le chaos sans broncher. Un seul regard sur les blessés et il répartit déjà le travail. Il prend en charge lui-même les blessures externes graves et l'oriente vers les cas internes, puisque Marbas a littéralement été conçu pour ce genre de dégâts. Ensemble, leur capacité de guérison double. Elle commence à poser la question avant de l'avaler, hoche la tête et s'agenouille près d'un patient inconscient. Pas le temps pour des explications. Puis il montre jusqu'où il est arrivé. Une lumière en forme de croix descend alors qu'il active une compétence de la réserve de la guilde, une énergie bleue pure jaillissant de sa paume. Dès que cette lumière enveloppe un survivant gravement blessé, les lacérations se referment instantanément et la douleur disparaît du visage de l'homme. Elle le regarde, la bouche grande ouverte. Il prend ça avec calme. Un sorte de soin de second cercle fonctionne à un niveau complètement différent des méthodes de premier cercle basique qu'il utilisait auparavant, et l'écart est énorme. Il se tourne vers elle avec un petit sourire et lui dit qu'elle le dépassera bientôt en guérison. Elle cligne des yeux et se désigne du doigt, totalement incrédule. Ce qu'elle ne réalise pas, c'est qu'il est parfaitement sincère. Son contrat avec Marbas recèle un potentiel qu'elle a même pas encore effleuré. Pendant ce temps, chez les esprits, le lion ensanglanté perd ses moyens face aux compliments, rougit et se gratte la crinière, gêné, alors qu'un spectre voisin approuve dignement. Le héros réprime un sourire. Apparemment, les seigneurs des enfers ont leurs points faibles. La nuit tombe, calme sur le campement. Il lui propose son aide au besoin. Elle le remercie d'un sourire et il s'éloigne, sa cape de fourrure traînant derrière lui. En traversant le campement, il observe les palissades renforcées et la construction solide, bien plus organisée qu'il ne l'aurait cru après son séjour à Rocky Mountain. Cela le surprend, mais dans le bon sens. Le bruit du métal frappant la pierre l'attire vers une forge de fortune à la lisière de la forêt, où God Chang-suk martèle sans relâche, comme s'il n'avait jamais arrêté depuis la dernière vague. Au moment où le forgeron aperçoit la lame gainée à la hanche du protagoniste, toute trace de fatigue disparaît.
Il se précipite vers lui, les yeux pétillants, s'extasiant sur l'épée et exigeant de savoir où il avait bien pu disparaître. Le protagoniste lui dit de calmer un peu son enthousiasme avant que ce regard ne perce le fourreau. Shang-Tsung s'éclaircit la gorge et demande ce qu'il faut faire. La réponse vient sous la forme d'un gros minerai gris, légèrement scintillant, que le protagoniste sort de son manteau. Shang-Tsung prend la lourde pierre aux multiples facettes dans ses mains cailleuses et l'examine attentivement. Derrière lui, un chevalier spectral coiffé d'une couronne dorée se matérialise et jauge le matériau aux côtés de son contractant. Le forgeron affirme que c'est vraiment unique, et il a raison. La pierre noisette, récupérée sur le singe-boss des montagnes rocheuses, est l'un des meilleurs matériaux d'artisanat disponibles à ce stade. Le protagoniste demande un ensemble d'armure complet. Shang-Tsung accepte sans hésiter, mentionne qu'il a déjà équipé le reste du camp, puis calcule les 22 heures restantes avant la 10e vague. Il caresse sa barbe et confirme qu'il y a assez de temps. Le regard du protagoniste se perd vers la forêt sombre et silencieuse au-delà des murs, son expression devient froide et concentrée. Il le dit franchement, il va tout donner quand cette vague arrivera. Le jour, le camp s'entraîne. Kang Han-Chaol encaisse un coup et est projeté au sol par la force brute. Il sourit et salue son adversaire. Le protagoniste sourit en retour, impressionné que Han-Chaol ait intégré le tai-chi à son style en autodidacte. Han-Chaol hausse les épaules, disant que c'est instinctif, puis son visage change. Il le fixe et le critique franchement. Le style actuel du protagoniste laisse complètement de côté ses véritables points forts. Ça fait mouche. Sans hésiter, le protagoniste charge son poing d'une énergie bleue fulgurante et enfonce la première technique des arts martiaux de la famille Jinjo dans le ventre de Han-Chaol avant que le colosse ait le temps de réagir, puis enchève avec le poing zombie par-dessus. La force explosive propulse Han-Chaol en arrière, le faisant voler dans les airs. Une femme à proximité se couvre la bouche des deux nains. Han-Chaol regarde sa propre main tremblante, de l'énergie bleue s'échappant encore des jointures du protagoniste. Han-Chaol s'engage ses bois. Le protagoniste promet d'ajouter les techniques mentales une fois la base physique bien en place, puis interpelle Jean Pil, qui se met au garde-à-vous beaucoup trop enthousiaste, annonce qu'il a libéré tout son emploi du temps et il regrette aussitôt quand il se fait désigner comme sac d'entraînement pour Han-Chaol. Toutes les excuses sont balayées d'un revers de main. La main massive de Han-Chaol attrape son col, le traîne vers les arbres et écorche complètement son prénom au passage. Jeong-Pi hurle de terreur pure. La constellation du vaurien à tête d'âne est littéralement pliée de rire par terre. Soa s'avance ensuite, sa lame traçante brillants arcs d'énergie rose et blanche dans l'air. Le protagoniste anticipe chacun de ses mouvements et part toute l'attaque sans même transpirer, puis livre la véritable critique. Sa technique est presque parfaite, mais sa force physique brute est dangereusement faible. La vitesse et la précision dominent face à des vagues d'ennemis faibles, mais face à une seule bête surpuissante, tout s'effondre. Une immense ombre de loup traverse son esprit alors qu'il dit cela, et la constellation de l'araignée couronnée acquiesce pleinement. L'expression de Seoas durcit en se rappelant à quel point les monstres à la peau rouge étaient déjà brutaux. Il va encore plus loin. Il révèle qu'à chaque fois qu'il quitte le camp, il chasse activement des monstres boss bien plus puissants que tout ce qu'on trouve dans les vagues habituelles, et que c'est ça le vrai moteur de sa croissance fulgurante. Il garde pour lui le fait qu'un boss dévastateur arrive à la 10e vague, la laisse deviner le reste par elle-même, et place tout le poids du commandement du camp sur ses épaules avec un sourire calme et confiant. Elle ne flanche pas. Elle serre son arme si fort que ses jointures blanchissent, et un sourire farouche inébranlable perce à travers la fatigue sur son visage. Quoi qu'apporte la 10e vague, elle est prête à l'affronter de front. 5 minutes au chrono. Siwen ajuste sa toute nouvelle armure du loup rouge, cuir cramoisi, large col en fourrure, gratte-C, qualité avec pierre de noisetier du mont Monkey Rock incrusté, bonus d'attaque, bonus de défense et une aura passive de peur sur les monstres plus faibles. Il demande au forgeron si le style lui va, sincèrement ravi du résultat. Le forgeron chauve se tient les bras croisés, un large sourire de fierté sur le visage. Le soldat spectral stellaire, sa couronne dorée flottant derrière lui, approuve l'œuvre. Siwon lui dit de s'abriter. Le forgeron décline. Il veut voir son œuvre agir et l'encourage d'un pouce levé. Siwon sourit en coin, lui dit de rester en retrait, puis se tourne vers l'horizon. Le système retentit. La 10e vague commence. Une énorme griffe rouge déchire la plaire. La brume cramoisie, des loups couleur sang et des singes déchaînés déferlent en une horde compacte. Les survivants derrière les barricades échangent des regards perplexes. Ce sont les mêmes créatures qui tuent depuis des jours. Soudain, une énergie violette crépite dans la masse rouge et les vraies menaces s'avancent. 3 monstres nommés Red Fang Agnel, un imposant loup-garou bleu à l'aura écrasante, et le molaire rouge Pag, un sanglier colossal aux défenses acérées. La griffe rouge Yashak, un singe cuirassé armé d'un bouclier et d'une épée. Derrière eux, la horde secondaire s'étend à perte de vue. Le moral s'effondre, les survivants sont figés. Soa reste paralysé, la main tremblante sur la garde de son épée, cherchant une solution. Puis il revoit. Si on avance calmement devant la ligne de défense tremblante en direction de la marée qui approche, une énergie bleu foncé jaillit autour de son corps, ses yeux brillent d'une lueur blanche tandis que le système valide sa maîtrise du Paguk Singong, amplifiant tout ce qu'il s'apprête à faire. Sa lame entre en contact avec l'assaut du loup de première génération Daniel, 3e forme, alimenté par l'énergie interne. Du sang gicle. Une onde de choc d'une force écarlate se propage vers l'extérieur. L'armure du loup rouge et la cape du loup gris se combinent pour amplifier la terreur que sa présence inspire aux ennemis environnants. Il jette un regard en arrière vers Seo et Han-Chaol figés d'admiration, et les sort de leur stupeur d'un ordre sec. Il se retourne et élève la main.
Une chaîne d'éclairs surchargée grâce à la maîtrise de la tour noire jaillit de ses doigts et engloutit Aniel dans une tempête électrique aveuglante. Alors que la bête se tord de douleur, une prise de conscience s'impose à lui. Dans l'ancienne chronologie, ce monstre était une machine à massacrer. Maintenant, il s'effondre. Le monstre n'a pas changé, mais lui, si. Aniel déclenche le mode berserker. Des flammes jaillissent de sa fourrure en un brasier ardent. Si on regarde froidement, il se rappelle comment ça a décimé le camp auparavant. Il en connaît chaque détail. Quand le loup enflammé bondit, gueule grande ouverte, il ne recule pas. Il maintient son épée bien droite, calcule la trajectoire et dévie l'attaque en utilisant l'élan de la bête. La créature glisse devant lui, son équilibre brisé. Il frappe une seule fois. C'est terminé. Les notifications s'enchaînent. Monstre nommé vaincu en solo. Point de contribution massif attribué. Objet unique obtenu. Croque de Aniel. Des tentacules sombres surgissent en activant sa dévoration, absorbant l'essence de Aniel, boostant sa force et son agilité. Les loups inférieurs s'enfuient, paniqués. Siwon économise son énergie et ordonne le nettoyage. Han Sheol répond d'un cri enthousiaste et s'exécute aussitôt. La menace suivante approche. Le paga molaire rouge fonce tel un rocher et Hancher, lui, barre la route. Il encaisse tout l'élan de la bête à main nue, ses muscles tendus et l'arrête net. Page riposte avec une compétence de séisme. Le sol se fissure violemment, des débris volent dans tous les sens. Hanchol enfonce son poing droit dans l'onde de choc et la contre par la force brute, neutralisant complètement la secousse. Siwan observe et comprend ce qu'il voit. Hanchol s'est profondément adapté à l'autorité de la constellation Agarès. Il va droit au but et demande à Hanchol s'il se souvient de la première technique du point Jinju Yonga. Hanchol jette un coup d'œil de côté et confirme qu'il maîtrise la première forme. Siwon enclenche son arme et lui dit de le suivre. Il fonce vers Yashak, le monstre dominant la cime des arbres. Siwon surgit avant que la créature ne réagisse, son énergie décuplée par le point Onxi reforcé. Il frappe la mâchoire d'un coup ascendant dans un flash aveuglant. L'impact lui renverse la tête, laissant son torse exposé. Hanchol intervient. La constellation du vieil homme chevauchant un crocodile prête volontairement le pouvoir des séismes à son contractant. De l'énergie rouge crépite autour de Hanchol, tandis qu'il saisit la bête, ses muscles saillants. Il rugit et fait tournoyer le monstre en un arc, son visage se déformant sous la force G avant que son corps ne s'écrase au sol violemment. Le sol se fissure et s'effondre. La forêt se tait. Le système confirme la défaite du pag à molaire rouge. Siwon se tient à proximité, arborant un sourire discret satisfait. Hanchol se redresse près du cratère, regardant ses propres mains, la poitrine haletante, visiblement stupéfait par ce qu'il vient de faire. Des notifications bleues confirment l'élimination. Le cœur du page est acquis, les points de contribution explosent, et la constellation du prince affamé se délecte de l'offrande. Siwon dévore l'essence de la bête, verrouillant des augmentations permanentes de force et d'endurance. Il jette un regard en arrière vers Hanchol, qui a déjà une carcasse de monstre sur l'épaule et un sourire confiant pour l'accompagner. Ce flanc est maîtrisé. Siwon sprint vers les pics rocheux où le combat fait encore rage. En contrebas, Sewa tient bon, abritant les blessés derrière les barricades tout en tranchant les singes rouges de frappe précise. Siwon observe des hauteurs et est impressionné. Ses instincts se sont aiguisés et renforcés par le pouvoir de sa constellation. Puis une voix familière détourne son attention. Un homme blond traverse la forêt en courant avec une grappe de bananes, poursuivi par une horde entière de singes rouges enragés qui hurlent derrière lui, et il rit. Entre deux foulées, il attrape tranquillement des lances et de l'équipement directement des mains des singes. C'est le vol de compétences lié au roi démon Bellafor. La constellation voleur à tête d'âne s'amuse comme jamais en gardant la scène. Si on fixe la scène un instant, perplexe, puis décide que ce chaos est utile et passe à autre chose, la barricade explose vers l'intérieur. Un grand singe violet en armure de fer brise la défense, et la panique se répand. Sewa s'avance pour le retenir. Siwan atterrit à ses côtés. Elle semble surprise de le voir quitter son poste, puis soulagée qu'il confirme que les autres fronts sont sécurisés. Ils font face ensemble géant en armure. Le monstre abat sa grande épée dans un fracas assourdissant. Sewa esquive et riposte, mais ses lames résonnent inutilement contre le lourd bouclier. Siwon saisit vite le problème. Elle est rapide, mais son jeu de jambes manque d'angle pour passer la garde. Il s'approche et il lui dit de suivre exactement ses pas. Elle hésite, déstabilisée par cette leçon en plein combat. Il lui dit froidement que le vrai combat est la salle de classe la plus rapide. Le trésor de la cupidité s'ouvre. Il choisit le maniement double de Camille, l'un des 5 arts uniques de combat à 2 armes. Le style du roi mercenaire Camille reposait sur son jeu de jambes, tel une feuille dans un typhon. Sans poids, imprévisible, impossible à suivre. Les yeux de Siwon virent au rouge écarlate alors que la technique s'active. Il s'élance en avant dans un flou d'images rémanentes fantomatiques, une énergie rose crépitant le long de sa lame, et démontre des mouvements qui semblent défier les lois normales de la physique. Il déclenche une entaille dévastatrice qui génère une onde de choc visible, et le singe cuirassé n'a même pas le temps de réaliser l'attaque avant qu'elle ne le frappe. Ils accélèrent ensemble, Siwon venant d'en haut, le manière de dague attaquant violemment au sol, forçant le monstre à diviser son attention. Il a du mal à les suivre. Siwon martèle ses défenses, fissurant l'armure, envoyant le lourd bouclier valser dans les broussailles. L'ouverture est immédiate. Ils attaquent tous les deux en même temps, leurs lames traversant le torse de la bête en formant un X parfait, l'énergie brûlant l'acier et la chair. Yashak griffe rouge s'effondre, 4000 points de contribution. Épée d'Yashak haute que du. Les autres singes hurlent et fuient dans le noir. La femme brune allait à ses côtés, essoufflée.
Puis les écrans envahissent le champ. Fin du premier chapitre du tutoriel. 10e Vageline mai. Premier chapitre achevé. Anchayol jubile. Les jumeaux s'enlacent et crient de joie. Un soulagement gagne la clairière. Siwan ne bouge pas. Ses yeux sont déjà fixés sur l'horizon, son expression indéchiffrable. Trop tôt pour se réjouir. La femme aux cheveux verts foncés aperçoit la mise à jour sur son interface en premier et l'interpelle. Il confirme avant même qu'elle ait fini de poser la question. Le système passe à la suite. Tutoriel chapitre 2. Traverser les plaines vers la destination. Temps restant 167 heures, 59 minutes. Il se tourne vers le groupe. Il est temps de partir. Le soulagement s'envole. Anchayol regarde la clairière défendue au prix du sang où il se sentait enfin chez lui. Siwon leur parle calmement. Le thème du premier chapitre était l'adaptation, et ils ont été à la hauteur. Quitter un terrain familier est toujours déstabilisant. Il commence à leur dire de se calmer. L'un des jumeaux tranche net la tension. Elle se demande s'il y a un village dans le coin. Elle veut d'abord prendre un bain. Sa sœur l'interrompt, évoquant les monstres sur la route. La jumelle sourit et balaie l'idée d'un geste. Jusqu'ici, elles ont tout géré, non ? Elle lève les yeux vers le groupe, les yeux pétillants, totalement sincères. Les adultes clignent des yeux. Anchayol se gratte la joue et admet, un peu gêné, qu'elle n'a pas tort. La lourdeur dans l'air se dissipe. Siwon observe la scène et esquisse presque un sourire. Il saisit l'instant où les jumelles tournent leur regard vers lui. Elles perdent leur air innocent un instant, lui adressant un signe de paix et un clin d'œil, révélant le calcul derrière leur sourire. Un léger sourire se dessine sur son visage. Elles ont fait ça exprès. Le groupe reçoit de l'aide à nouveau et cette fois ça ne coûte rien du tout. Le camp ne s'attarde pas sur la 10e vague. Les survivants bougent à l'unisson. Un cuisinier découpe de la viande de monstre. Les peaux sont transmises à Go Chang-suk pour être traitées. Siwan observe de loin, notant silencieusement le contraste. Dans l'ancienne chronologie, ce groupe fuyait dans une panique aveugle. Maintenant, il fonctionne comme une équipe soudée depuis des mois. Son attention se porte sur les jumelles en lisière de forêt, qui chuchotent, hésitantes, les yeux fixant la barricade qu'elles ont construite. Il s'approche, elle sursaute, se retourne et lui lance aussitôt son surnom. Simon grimace et se frotte les tempes. Ici est déjà résute. Le système attribue des titres quand les exploits d'un joueur franchissent un seuil légendaire, et beaucoup de joueurs finissent avec des noms bien plus humiliants. Bloodwolf. Il survivra, il les remercie pour le bois. Bref et maladroit, le message passe. Leur visage s'illumine de surprise, puis elle passe à autre chose. Lorsqu'il propose son aide avant le départ, elles hésitent, puis ils conduisent vers une clairière où des rangées de sacs en cuir jonchent le sol. Sion devient lisde. Il bafouille une question pour savoir si c'est pour transporter des corps. Les jumelles le fixent et le corrigent à l'unisson. Sac de couchage. Il se tait. Il s'est tenu loin de la vie du camp pour rester détaché, et il a manqué quelques détails. L'une des jumelles pointe un souci majeur. Armes, boucliers, rations et provisions à emporter. Une charrette serait logique, mais trop lente à pousser. Pas de bête de somme, pas de solution, à moins qu'il en ait une. Siwon sourit en coin et s'avance vers le squelette massif d'une bête cornue gisant dans les broussailles. Apprivoiser un monstre vivant est impossible, rien ici ne respire, reste la seconde option. Il lève la main, les yeux brillants, et déverrouille le trésor. La sélection, réanimation de squelette, une technique de nécromancien de la tour noire qui canalise le mana directement dans les morts. Une énergie violette jaillit de sa paume et envahit les os blanchis. À son ordre, les os s'entrechoquent, s'assemblent, et le squelette se redresse dans un fracas qui fait trembler le sol, une lueur spectrale brûlant dans son orbite vide. La moitié du camp recule, terrifié. Sivon les rassure. La femme aux cheveux bruns s'approche et touche la défense de la créature. Elle ne bouge pas. Sa peur s'efface, remplacée par l'émerveillement. On dirait un animal de compagnie, dit-elle. C'est le déclic. Les jumeaux se précipitent aussitôt, les yeux pétillants, rivalisant pour caresser la créature d'os. Si on les regarde l'encercler, leur rire remplissant la clairière. Il sait que le squelette n'a aucune volonté propre et qu'il ne fait que suivre ses instructions. Alors que la lumière dorée du couchant les baigne, il admet ce besoin de changement. La nuit tombe, d'un indigo profond. Siwon s'allonge contre un rocher, sincèrement surpris par le confort du sac de couchage. Une notification retentit. La constellation du prince affamé se frotte le ventre, repue et satisfaite. Siwon lui suggère de se reposer pendant qu'elle le peut. Son regard glisse à travers la canopée vers les étoiles. Chapitre 2. Ça rappelle le passé de la chronologie rouge. Des silhouettes écorchées, des tas de cadavres, tout ce qu'a mal tourné. Il serre le poing et elle se ressaisit. Le passé est immuable. Ce qui compte, c'est ce qui l'attend. Il n'y aura pas de retour en arrière s'il échoue cette fois. Une unique plume noire flotte hors de l'obscurité et atterrit sur sa poitrine. Il lève les yeux. Une imposante silhouette de plumes sombres masquée en médecin de peste le surplombe. C'est le corbeau courbé, la forme de Mammon. Il pointe un doigt griffu vers lui. Le système affiche « Rang Durandal ». Siwon croise les bras. Il demande pourquoi il ferait ça. L'aura du corbeau s'intensifie. Il menace de le priver de la chambre au trésor. Siwon sourit froidement et lui dit d'essayer. Il se lève et révèle ce qu'il a découvert avec le pouvoir de Mammon. Il pensait que la chambre forte lui avait été accordée par le corbeau par simple curiosité. Il avait tort, l'autorité qu'il détient provient de la chambre forte de Mammon d'avant sa régression. À son retour dans le passé, sa forme physique a disparu, mais son autorité interne lui a été transférée. Les menaces du Mammon actuel sont vaines. Le bec du corbeau trône. Si on saisit la nuance,
Provoquer complètement l'entité reste un risque qu'il préfère éviter. Il dégaine un peu du Randall, faisant briller sa lame, et propose de créer une réplique plutôt que de céder l'original. Mammon maîtrise parfaitement la réplication. La plupart des trésors du coffre sont déjà des copies. Une nouvelle copie de qualité est un compromis juste. Le corbeau pèse la proposition puis accepte. Siwan plante le fourreau dans le sol et fixe l'entité dans ses yeux creux. Il veut accéder au véritable entrepôt. Les yeux violets du corbeau tremblent. Sa masse bouge alors que le système montre son trouble intérieur. Il sait qu'il est en position de faiblesse ici. Si on calme le jeu, voulant juste les objets basiques près de l'entrée du coffre. Visage neutre, il anticipe déjà. Il a parcouru la chambre forte de Mammon autrefois. Il connaît le plan par cœur. Les déchets de Mammon près de la porte valent une fortune pour les humains. Les vrais trésors gisent au fond du dédale, là où ils ne s'aventurent pas. La Corneille accepte ses humbles conditions. Un éclair d'or scelle le pacte. L'entité pense échanger des broutilles contre une arme légendaire. Elle n'en a aucune idée. Siwan s'ouvre la paume et laisse son sang couler sur la garde du Durandal. L'épée l'absorbe instantanément. Une énergie rouge jaillit et se précipite dans sa poitrine. Un pacte de sang puissant et dévorant. Il ne bronche pas. Les portes dorées de la chambre au trésor se matérialisent et grincent en s'ouvrant. À l'intérieur, des étagères s'élèvent jusqu'au plafond lumineux, rempli d'artefacts et d'or. Comme dans ses souvenirs, la section d'entrée contient surtout des consommables. Il attrape une fiole étiquetée rosée de la forêt des elfes, une potion imprégnée d'une faible énergie de l'arbre-monde et l'avale d'un trait. Sa fatigue s'envole. La Corneille le met nerveusement en garde contre tout abus. Sioun l'écarte d'un geste, s'essuie la bouche et promet à la constellation de n'entrer dans la chambre que si nécessaire. Il n'en pense pas un mot. De retour au camp, la caravane se prépare à partir. Deux femmes se disputent près de chariots en bois pour savoir lequel est le plus solide, puis conviennent que les deux conviennent. Sioun traverse l'agitation et se fiche devant une scène étrange. Un homme en blouse blanche et lunettes, accroupi sur le crâne blanchi d'une bête draconique, absorbé par son analyse. Si on fouille dans sa mémoire, cet homme n'existe pas dans l'ancienne chronologie. Il est sans doute mort avant la régression. Il tapote l'épaule du chercheur. L'homme sursaute, s'excuse, puis se retourne vers les os, fasciné. Il se demande comment ce squelette tient son tissu, puis désigne les articulations, demandant si la brume noire lie les os. Siwan reste immobile, brumière. Il regarde la même articulation et ne voit que du calcium blanc. Cet homme perçoit le mana naturellement. Sans entraînement, l'énergie sombre qui anime le squelette lui apparaît comme une brume visible. Ce n'est pas une compétence acquise. C'est un potentiel brut, inné pour la magie noire et la nécromancie. Le chercheur rit et se présente. Baikion, en plein master de recherche en anatomie avant que tout cela n'arrive. Il ajoute ironiquement que connaître l'anatomie n'est pas vraiment utile dans un monde de statistiques brutes et de magie. Siwan conteste. Il calcule déjà. La précision anatomique alliée au mana n'est pas un point faible, mais un niveau inatteignable pour les combattants classiques. Il dit à Baikion de s'asseoir. Baikion balbutie qu'il doit aider avec la caravane. Siwan se répète. Ça ne prendra pas longtemps. Il abat un gros objet sur le sol. La poussière s'élève. Un cercle magique doré s'illumine sous Baikion, le paralysant. La salle au trésor s'ouvre à nouveau et révèle une pierre magique noire, gemme brute des sorciers de la tour noire. Si on l'enfonce verticalement au centre du cercle, une violente énergie violette explose du cristal, fouettant l'air comme des lanières. Siwan explique, au milieu du chaos, que c'est la construction forcée de cercles de mana de la tour noire. Il dit calmement à Baikion de se taire et d'endurer, sinon la pression brisera son cœur. Baikion serre la mâchoire, la sueur coulant à flot tandis que des arcs violets traversent son corps. Son visage se crispe. Il ne tombe pas. Siwan approuve en silence. La pierre magique noire se vide plus rapidement. Le taux d'absorption est stupéfiant. Baikion absorbe un artefact rare à une vitesse impossible pour un premier essai. L'énergie s'apaise enfin. Baikion reste assis, trempé, haletant, lunettes embuées et yeux écarquillés. Siwan le remercie pour ses efforts avec un sourire satisfait. Maintenant, place à l'application. Siwan active sa nécromancie, mais en laisse le contrôle à Baikion. Des os jonchent le sol. Baikion tend des mains tremblantes et guide le mana violet avec précision, reliant les articulations et tissant l'énergie en fibres musculaires. Plus lent qu'une réanimation brute, le résultat est supérieur sur le plan architectural. Si on comprend alors pourquoi la tour noire privilégiait la recherche sur les cadavres, ce n'est pas que de la nécromancie, c'est maîtriser le réceptacle même. Les yeux de Baikion brillent de violet, il fait se lever les os, le crâne s'emboîte d'un coup sec. La cage thoracique se reforme, liée par des ligaments. Un monstre se surgit, ses orbites vides brûlant d'un feu violet. Baikion fixe sa propre création stupéfait. L'air au-dessus de lui se troule. Une fenêtre du système annonce que la constellation qui écrase les morts observe le joueur Baikion avec un vif intérêt. Un cheval noir spectral surgit derrière le docteur, marquant l'arrivée du 4e seigneur démoniaque, Kamigan, marquis des enfers, maître de la nécromancie et des arts occultes. Un colossal destrier spectral apparaît, fait d'énergie turquoise, sa crinière flottant comme une fumée blanche et ses muscles puissants. Il hennit et la température chute.
Baekhyun se tient en dessous, figé, le visage blême, une goutte de sueur coulant sur sa joue alors qu'il prend conscience de l'ampleur de ce qui vient de le choisir. Le camp compte désormais son premier sorcier. Mieux encore, un nécromancien vient tout juste de naître.